Bienvenue à un nouvel épisode du podcast L'environnement au Canada, un podcast sur l'environnement au Canada réalisé par Sierra Club Canada. Je suis Connor Curtis, directeur des communications du Sierra Club Canada. Aujourd'hui, je discute avec Dr. Isabelle Anne Bisson, une spécialiste en études environnementales qui travaille avec Terre Humana Solutions et notre section Sierra Club Québec. Nous discutons d'un nouveau guide pour les municipalités de Québec, comment protéger les oiseaux. C'est notre premier épisode en français et nous espérons en faire plus à l'avenir. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et événements et de mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube et partout où vous trouvez vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal, 90.3 FM, tous les 2 semaines, le mardi à 11h, heure de l'Est. N'oubliez pas de cliquer sur suivre ou s'abonner pour recevoir le dernier épisode. Bonjour Isabelle et bienvenue dans le podcast L'environnement au Canada. Pour les personnes qui écoutent, qui es-tu et aussi qu'est-ce que fais-tu? Bonjour Connor, merci de m'avoir invité. Donc, Isabelle Anne Bisson, j'ai un doctorat en biologie et j'ai été plutôt dans le milieu académique pendant des années. J'ai cofondé Terra Humana Solutions en 2014, donc ça va faire 10 ans bientôt. Et ensuite, et maintenant, je suis la seule propriétaire de Terra Humana Solutions. J'ai aussi, bien évidemment, été sur le comité exécutif du Sierra Club Canada et aussi Sierra Club Québec. Et Terra Humana Solutions, nous aidons les collectivités et aussi les communautés autochtones avec leurs enjeux environnementaux. Donc, on travaille beaucoup en conservation, en recherche et en consultation. Sierra Club Québec et Terra Humana Solutions a un nouveau rapport, un guide pour les municipalités de Québec, comment protéger les oiseaux. Dis-moi comment cela a commencé l'historique du projet, pourquoi ce guide? Donc, c'est une belle histoire de mobilisation citoyenne qui est vraiment la base du Sierra Club. C'est vraiment une belle histoire. Au fait, en 2017, des citoyens de Baie-d'Urfé, qui est une petite ville à l'ouest de l'île de Montréal, et aussi Senneville, qui est un peu plus à l'ouest, avons remarqué que c'était moi et des amis. Au fait, on avait remarqué que la ville ainsi que le citoyen coupaient des arbres ou des haies en pleine période de nidification. Et souvent, c'était désastreux. Donc, ils coupaient des nids avec des oisillons dans les nids. Et on s'est mis ensemble et on a commencé à écrire des lettres à nos communautés, à nos municipalités. Moi, j'habite Baie-d'Orphée. J'ai une amie, Alison Hackney, qui a été vraiment importante là, dans le départ de tout ce projet-là, qui habite à Senneville. Donc, on a parlé beaucoup, on s'est informé au fait de la loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. C'est le thème officiel, qui a été activé, disons, en 1994. Donc, c'est une loi qui est assez ancienne et qui a beaucoup de dents. On voulait informer nos municipalités que cette loi-là est appliquée de avril jusqu'au mois d'août pendant à Montréal à chaque année. Donc, cette loi-là interdit la coupe ou la destruction de nids des oiseaux qui sont migrateurs spécifiquement. Et C'est important, Montréal, pour les oiseaux migrateurs. oui, c'est une aire de nidification importante. On est dans le sud du Québec. On a beaucoup d'oiseaux qui viennent migrateurs des États-Unis, etc.
Et comme vous savez, peut-être le sud du Québec, c'est la partie la plus biodiverse du Québec. Mm. On longe le Saint-Laurent, c'est très biodivers, il y a des magnifiques forêts. Donc, il y a vraiment une magnifique diversité d'oiseaux, des parulines, des carouges qu'on connaît bien, des oiseaux, des colibris aussi. Donc, oui, effectivement, c'est une aire de nidification importante pour les oiseaux. Et cette loi-là est appliquée, c'est une loi fédérale et qui est appliquée au fait à tous les niveaux. Donc ça, c'est important aussi à comprendre que c'est une loi qui s'applique autant sur les propriétés privées que Mm. sur les propriétés de la municipalité, de la province et ainsi de la couronne. Donc, c'est quelque chose ça c'est important à savoir. Il y a certaines lois environnementales qui ne s'appliquent pas partout, mais cette loi-là, elle est très importante et elle aussi, elle a des dents. Elle a des dents parce que, à cause de ça, elle peut s'appliquer à tous les niveaux. À ce moment-là, on avait su que 2 ans auparavant, en 2015 à peu près, je pense, Montréal avait eu des contraventions parce qu'ils avaient commencé l'enlèvement du nerf brun. Le nerf brun qui est une espèce envahissante. En anglais, c'est le buckthorn. Et il avait commencé au mois de juin, en pleine période de nidification. Quelqu'un avait alerté les agents de conservation et les agents de la faune, pardon. Et Montréal avait eu des contraventions suite à ça. Le problème avec cette loi, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui sont là pour vérifier si s'il y a des gens qui l'appliquent et qui la respectent. Donc, on a parlé beaucoup à nos municipalités, on a parlé surtout au directeur général qui est en charge des travaux publics. Et on se cognait la tête contre les murs. On avait eu même un directeur général qui nous avait dit que les lois fédérales ne s'appliquaient pas au niveau municipal, ce qui est faux dans ce cas-ci. Donc, c'est ça. Donc, là, on s'est mis au travail. On a dit, bon, là, ça suffit, on va pas écrire des lettres. Je dirais, ils écoutaient pas. Donc, on a dit, on va faire ça, on va appliquer nos connaissances scientifiques, on va appliquer une méthode scientifique et on va Mm. essayer de comprendre c'est quoi le problème. Parce que ça continuait quand même. Donc, même si on allait aux rencontres de la ville, du conseil, on parlait au directeur général, dans les municipalités de Bédzofé et Senneville. Donc, on a eu une petite bourse de protection d'oiseaux du Québec et on a engagé Nathalie Gendron qui a fait une étude pour comprendre où était le problème. Donc, on s'est pas engagé, mais on a parlé avec 4 municipalités, 5 au Mm. fait, qui étaient prêts à participer et on a fait des entrevues. Et les entrevues, c'était pour savoir où était l'enjeu. Est-ce que ça les intéressait pas de protéger les oiseaux? Est-ce qu'ils savaient pas comment? Est-ce qu'ils connaissaient la loi, etc. Donc, il y a 5 municipalités qui restent anonymes à ce moment-ci, qui ont participé. Et à la fin, on a reconnu qu'il y avait beaucoup d'initiatives pour protéger les oiseaux, mais ils ne savaient pas comment et ils ignoraient complètement la loi Mm. concernant les oiseaux migrateurs. Mm. Donc, ce qui nous a surpris, parce que quand nous, on a parlé aux agents de la faune, ils nous ont dit, non, non, à chaque année, on fait une campagne de sensibilisation, on envoie des lettres aux municipalités, mais c'était faux. On n'a jamais, les municipalités ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette loi-là, que, soi-disant qu'ils n'avaient jamais été contactés par le gouvernement fédéral, les agents de la faune. Donc là, Nathalie, qui a fait un super beau travail, a dit, ben, je pense qu'on devrait créer un guide, mais un guide qui parle aux municipalités. Donc, travailler avec une municipalité et faire en sorte que c'est le langage des travaux publics. Mm. Donc, c'est comme les meilleures pratiques pour protéger les oiseaux. Et Terrebonne, qui est une ville qui a énormément de magnifiques projets sur les oiseaux. Connor, tu es allé avec nous. Oui, oui. Ouais, ils ont créé une aire naturelle créée, vraiment, là, ils l'ont créée.
un magnifique marais avec, je pense qu'il y a une petite forêt, même une prairie. Et maintenant, je pense qu'il y a plusieurs espèces à statut, dont le petit blangiot qui vient nicher là. Donc, en tout cas, c'est magnifique. Et tout de suite, ils ont dit oui, on va participer au guide. Donc, on a vraiment travaillé avec la municipalité pour connaître aussi les enjeux à la protection des oiseaux. Vous savez, c'est pas toujours évident. S'il y a un arbre qui se pose dangereux et qu'on doit le couper, mais on est au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a eu beaucoup ces conversations-là avec eux. Donc, le guide, vraiment, là, c'est un magnifique travail. C'est Nathalie Gendron et Alexandre Choquette qui ont travaillé sur la rédaction. Il y a plusieurs gens qui ont participé avec des photos. On a des magnifiques photos. Et aussi, c'est ça, donc la ville de Terrebonne a révisé le rapport, le guide pour donner leurs opinions et pour vraiment là s'assurer que c'était applicable au niveau de la municipalité. On vient de terminer et honnêtement là, j'aurais pas espéré mieux que ça. Et donc maintenant c'est vraiment là on fait un petit roadshow pour essayer de Ah, OK. ouais, mais ça, on va essayer de contacter les municipalités qui ont participé à la première mini-étude pour leur dire que on a ce guide-là, est-ce qu'ils sont intéressés? Les prochaines étapes, c'est vraiment d'essayer de voir si les gens veulent des formations pour présenter le guide aussi, peut-être des formations par la suite. Parce que moi, j'ai étudié les oiseaux depuis que j'ai 20 ans. Donc, pour moi, c'est naturel de penser que les arbres ou les arbustes, même les sous-toits, ça c'est pour les hirondelles, les cheminées pour les martinets ramoneurs, tout ça représente des habitats de nidification, mais c'est pas tout le monde qui pense à ça. Oui, oui, c'est un problème pour le mouvement environnemental parce que nous avons la mentalité pour ces choses, mais especially pour les municipalités, c'est un problème de capacité, je pense. Juste capacité à penser à propos de l'environnement. Ça, c'est un très bon point, Connor, parce que surtout à Bidzurfé, le problème, c'était qu'ils engageaient des étudiants l'été. Et c'était là que les travaux publics avaient beaucoup plus de travailleurs. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils pouvaient aller couper les arbres, faire la taille des haies, enlever le nerf brun. Mais il y a peut-être, tu sais, d'autres façons de le faire. Si, je sais pas, moi, si on peut engager quelques gens au mois de mars ou simplement attendre jusqu'au mois, parce que la loi est active du mois d'avril au mois d'août pour l'île de Montréal. Donc, si on peut attendre un petit peu, d'habitude, les étudiants retournent à l'école au mois de septembre, à l'université. Donc, si on peut faire les coupes à ce moment-là, c'est pas évident. L'autre, mais c'est ça qu'on parle dans le guide, toutes les choses qu'on peut faire. On peut aussi engager un spécialiste pour aller vérifier si un arbre n'a pas de nid, si la haie n'a pas de nid. Tu sais, les sous-toits, c'est plus facile, on les voit, c'est facile de trouver des nids d'hirondelles. Les martinets ramoneurs, ça, c'est pas évident du tout. Mais voilà, fait que c'est de ça qu'on parle dans le guide. On essaye vraiment d'aider les gens là, pour les meilleures pratiques. Je pense le monde à ce moment. Pourquoi ce guide est important en ce moment? Boy, oui, ça c'est une excellente question. Comme on le sait, on perd la biodiversité à vue d'œil. En 2017, donc c'est le rapport à de l'âge là, en ce moment, mais je le cite toujours parce que pour moi, c'est là que ça a vraiment changé ma vie, honnêtement. Mais World Wildlife Fund, le Fonds mondial pour la nature, a publié leur Living Planet Report. Je pense qu'ils n'ont, je pense pas que c'est en français. Est-ce que c'est en français? Enfin, c'est leur rapport qu'ils publient à chaque année. Pardon, à chaque 5 ans. En 2017, ils avaient constaté qu'on a perdu presque 50% de notre biodiversité au Canada. Donc, ça veut dire que pour
Pas tout à fait. Ça veut dire que pour 50% des populations qui sont suivies par le Fonds mondial pour la nature depuis 1970, 50% de ces populations-là ont perdu presque, il y en avait que c'était à 94% des populations. Donc, c'est assez drastique. C'est pas on a plus la moitié de notre biodiversité, mais pour la moitié de et c'est surtout pour la faune, là, ils regardent pas les plantes ou les insectes, ça c'est une autre chose. Mais les populations ont drastiquement réduit depuis 1970. Et, curieusement, les espèces à statut qui sont soi-disant protégées à plusieurs niveaux, au niveau fédéral, provincial et provincial, avaient diminué. Ils avaient diminué encore plus que après leur protection qu'avant. Donc, c'est assez étonnant. Par la suite, le Fonds mondial pour la nature Canada se sont dédiés à comprendre pourquoi que les espèces à statut, qui sont, comme j'ai dit, protégées avec la LEP, la loi sur les espèces en péril, au fédéral et aussi au provincial, il y a une loi pour protéger le patrimoine naturel. Ça, c'est une autre chose, hein. Une autre chose, là, mais c'est au Québec et au Canada, on a des lois qui sont excellentes, sont très, très progressives, si on peut dire ça, mais elles ne sont pas appliquées. Euh, je pense qu'une des raisons, c'est très cher. Donc, il faut vraiment aider à tous les niveaux pour la protection de notre biodiversité. Et les municipalités, les villes, les citoyens ont énormément de pouvoir. Et je pense que c'est là le futur. Il va falloir arrêter de penser que les plus hauts paliers gouvernementaux vont pouvoir tout faire. C'est vraiment, et c'est pour ça que Sierra Club et les organismes comme Sierra Club sont importants parce que c'est comme on dit en anglais, du ground up. C'est vraiment la mobilisation citoyenne et ensuite toutes les pratiques au niveau municipal et aussi de la ville qui vont être importants. Donc, on est vraiment à un moment excessivement critique dans la santé environnementale et c'est all hands on deck, comme on dit en anglais. Je ne sais pas. Les expressions. Donc, c'est ça. Faut faire. Je pense que ce guide et on espère vraiment le distribuer grandement là, ça va pouvoir aider les municipalités à se mobiliser là, pour la protection de la biodiversité. Et je dirais que depuis ce temps-là, je suis super heureuse de savoir que Bédurfé ont engagé quelqu'un en environnement qui est très, très centré, qui se concentre beaucoup sur la biodiversité. Maintenant, on encourage les citoyens à créer des jardins qui ne sont pas du gazon. Ce qui est étonnant, c'est les no-mow lawns, donc des fleurs sauvages, etc. Et aussi, on parle beaucoup, beaucoup de biodiversité. Je vois aussi qu'ils ont énormément diminué la coupe d'arbres durant la période de nidification. C'est pas parfait encore, j'en vois, mais je vois déjà des changements. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Et on est dû pour présenter au fait à Bédurf au mois à l'automne, je pense. Donc, c'est ça. C'est important à ce moment-ci parce que, comme j'ai dit, on est dans un moment critique et il faut vraiment arrêter de penser là, que c'est les plus hauts paliers gouvernementaux qui vont tout faire. C'est pas possible. Mais oui, c'est un moment critique pour l'environnement. Il y a beaucoup de choses dans le guide pour les municipalités hors de Québec. Est-ce qu'il y a des informations applicables? Oui, absolument, sont très applicables. C'est sûr que nous, on a travaillé avec Terrebonne, mais c'est des pratiques pour les travaux publics qui sont assez communes dans les municipalités. On parle beaucoup de la coupe d'arbres, donc ça, c'est applicable partout où il y a des arbres. On parle de la coupe de haies, ça aussi, c'est la même chose. On parle beaucoup aussi des oiseaux qui sont ici au Québec, évidemment, mais qui sont aussi à travers le Canada, qui sont des espèces à statut. On parle du martinet ramoneur que j'ai mentionné plusieurs fois,
qu'ils utilisent beaucoup de structures humaines. Donc, ça aussi, c'est applicable partout au Canada. Donc, oui, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment maintenant distribuer ce guide-là et on espère qu'ensuite, les municipalités veulent travailler avec nous pour modifier le guide pour leur municipalité en particulier. Donc, ça, c'est vraiment là, ce qu'on voudrait faire dans les prochaines étapes. Quelles sont les autres actions de Sierra Club Québec pour protéger l'environnement? C'est vraiment de mettre de l'avant et de vraiment distribuer l'information sur la loi qui protège les oiseaux et de distribuer ce guide aussi. On espère, maintenant le guide est en français, on espère le traduire en anglais pour que ce soit applicable il y a des communautés anglophones ici au Québec aussi, mais que ça soit distribué ailleurs au Canada. Mais le Sierra Club pourrait vraiment mettre la lumière sur le guide, parler beaucoup de la loi concernant les oiseaux migrateurs, même faire une campagne de sensibilisation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger vos oiseaux dans votre cour? Est-ce que vous connaissez la loi? Si vous voyez votre voisin couper la haie au mois de juin, gentiment leur dire est-ce que vous pouvez attendre au mois de... Donc une campagne de sensibilisation serait très appréciée. Et aussi, nous avons récemment un autre podcast avec le nouveau directrice du Sierra Club Québec, Shirley Bonnier. Comment accéder au guide? En ce moment, le guide est sur le site du Sierra Club. Et ensuite, il sera, nous, Terra Humana Solutions, on est en train de refaire notre site web. Donc, il va être là bientôt, j'espère. Mais c'est un lien qu'on peut cliquer sur Sierra Club. Et je pense que c'est sur la page du Sierra Club Québec, si je me trompe pas. Oui, c'est correct. Et ensuite, on peut nous contacter si vous voulez une copie. Ça sera en PDF. Si vous voulez une copie imprimée, ça aussi c'est possible. C'est toujours, on sera heureux de vous le procurer. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Connor. Vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et événements et des mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube et partout où vous trouvez vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal, 90.3 FM, tous les 2 semaines, le mardi à 11h, heure de l'Est. N'oubliez pas de cliquer sur Suivre ou s'abonner pour recevoir le dernier épisode.